L'accélération de la nouvelle ère, l'extramonde ou le capitalisme global condamné. La majorité des populations appartient au système et s'efforce de le rendre supportable. La finance, en rapport de force favorable, exige toujours plus des populations afin d'être sécurisée dans ses performances pour affirmer la vision qu'elle impose en la démocratie réduite ou la mort de la poétique. Dans le mur, la finance. Failed state, failed finance. Les États ont beau appeler à la réindustrialisation, ils ne peuvent que s'en remettre aux décisions de l'entreprise monde, à son programme de délocalisation, relocalisation. Alors que l'entreprise monde avait bloqué tout développement sans elle, le chercheur artisan apporterait d'autres idées et trouverait les ressources pour les réaliser. La condition en serait le cosmopolitisme et la solidarité, la constitution de la société citée, œuvrant au bien commun monde, en complémentarité de création
en auto-administration. L'auto-administration est constructive de formes de vie communes qui intègrent les créations de chacun en toute plasticité. L'état des citoyens failli est aboli. La finance n'a pas réussi dans son opération de destruction, de substitution, privatisation de l'État. La crise est de globalisation. Les États ne sont plus définis au service des citoyens pour des activités locales et nationales, mais globales. Ils exploitent les restants citoyens, conservateurs de l'ère industrielle, pour que progresse la finance, mais de la globalisation. Tout s'est passé comme si les pays avaient épuisé leurs ressources en les consacrant à la globalisation, directement ou avec l'appui des paradis fiscaux, et reconnaissaient être obligés de déplorer l'appauvrissement d'une partie grandissante de leur population. La finance conduit le monde et laisse à la dérive les pays et leurs populations qui ne sont pas déterminants à son expansion. La crise est destructrice de la cité. Les collectivités disloquées ne forment plus société, mais se soumettent à résider dans ce qui est devenu un camp de travail. Les habitants ont perdu leur capacité de reconnaître chez les autres les complémentarités qui leur manquent. La société a disparu. Elle est remplacée par l'animation administrative et planifiée des sites qui ont été vidés. Il reste à démontrer la capacité des hypertrophies à ressusciter des activités sans existence de société. La solidarisation au travers des services communs ne constitue plus une fin en soi qui, dans l'histoire, a grandement justifié l'État. Elle doit faire naître la création du bien commun, le bien commun en création. Les refus des politiques finances. Les voilà, les dirigeants. Parce que convertis à la globalisation, devenus serviteurs de la finance, des riches qui grondent pour sécuriser leurs libres accès à la globalisation, leurs exemptions d'obligations nationales et internationales. À court terme, les praticiens des politiques de la finance saisissent les opportunités avec l'appétit des nouveaux riches. Il s'agit pour eux de se distinguer, de faire partie à tout prix de l'extra-monde en parvenant à extraire des fonds hors des frontières de leur pays, à enrichir la finance en extra-monde.
Ne servent-ils pas ainsi la participation de leur pays à la globalisation? Ils parviennent à se convaincre qu'ils sont dirigeants du monde. Quant aux populations, elles mettent fin au système dès lors qu'elles prennent conscience de leurs aptitudes à s'unifier pour générer la société citée en forme de vie. Plus qu'un mouvement revendicatif révolutionnaire, elles optent pour une ère nouvelle dans laquelle elles ne soient plus esclaves d'aucun système. Elles trouvent les solutions d'affaiblir l'extramonde pour, in fine, fonctionner sans lui. Éclosion demain. L'homme n'a-t-il pas, dans une certaine mesure, intérêt à ce que la finance soit toujours favorisée, à ce que les inégalités s'accroissent entre les rentiers et les travailleurs, quitte à ce que la séparation conduise à la fracture? L'homme ne retient plus les particularités sociales et culturelles de son pays. Il ne considère plus son emploi suffisamment valorisant financièrement. Demain, l'explosion sera propagée par la globalisation financière qui sert de cordon Pickford. La police finance souffre d'une inefficacité congénitale contre les détournements, contournements. La solidarité n'est plus finance, elle est vitale. L'explosion que l'on escomptait n'est pas violente. Elle est libératrice des potentiels de création qui avaient été interdits jusque-là. Elle est éclosion de la vie qui ne saurait être globalisée des finances. Contre les entrechocs de la finance. La finance a inspiré la démesure qui engage à toujours plus élargir les marchés, réaliser les concentrations, non sans les abus de positions dominantes. Aussi, les institutions sont-elles engagées à croître davantage bureaucratiquement. Le grand chantier d'un libre-échange transatlantique s'ouvre dans un contexte d'épuisement des économies européennes et états-uniennes, de démocratisation des États, d'insouveraineté de leurs dirigeants. La discipline est avant tout finance. Son objet est de permettre aux riches de l'extramonde de régner sur les classes pauvres et moyennes via la pratique des entrechocs. L'homme est entrechoqué dans son être. Chez lui sont distinguées les compétences utiles, au contraire, sans intérêt pour la globalisation.
Les populations n'ont plus à se convertir à l'humanisme financiarisé. Elles retrouvent par elles-mêmes la sagesse qui immunise contre les entrechocs, et cela signifie vouloir vivre ensemble pour surmonter les complications inhérentes. Nous veillons au seul développement qui vaille, celui de la solidarité des inégalités. La libéralisation du laisser-faire. La finance est extra, sans besoin de trop recourir à l'arbitrage. Elle requiert la loi du secret, du silence, de l'omerta. La libéralisation du laisser-faire des entrepreneurs autorise le tout est permis. Ce qui frappe est la banalité du recours à la désactivation des états de droit par le lobbyisme, la corruption des acteurs, des administrations et plus seulement des politiques. Le libéralisme conduirait à la monopolisation du contrôle du monde. Le capitalisme est devenu celui des nouveaux riches, fraudeurs et évadés fiscaux. Survient le crack. Dès lors que le capitalisme est appelé par silence, suite à la perte de confiance de ses actionnaires. La crise concerne le capitalisme et non pas les populations qui délibérément s'en éloignent. Elles s'unissent en class action collective pour exister en dehors du système. Du bordel dont parle Jean Genet dans la pièce de théâtre Le Balcon, ainsi qu'Alain Badiou dans Pornographie du temps présent. L'extra-monde se meurt, le monde quant à lui renaît. La libéralisation du laisser-faire aura eu raison de l'extra-monde. Elle est l'arme de colonisation que la finance a retournée contre elle-même. Libéralisme globalisé, droit dans le mur. Le libéralisme a provoqué un appel d'air à la globalisation, colonisation. Il opprime l'homme, plus encore, il le réduit à faire partie des 100 voix, avec pour résultat la domestication du monde par l'extra-monde. L'étranglement des populations les unes par les autres est devenu, en globalisation du libéralisme, la solution managériale par excellence pour instaurer l'austérité et la rendre acceptable sur la durée. Le divorce entre les populations et l'extra-monde, donc avec le système, n'apparaît que si les populations s'unissent internationalement pour mettre fin
à l'auto-exploitation. Il vise un terme au vol de la vie des autres pour n'avoir même plus sa vie en propre. Le contre-libéralisme globalisé se révèle être le plus fort, avoir évité ainsi d'aller droit dans le mur. Il assure le passage du libéralisme globalisé à la libération transmondiale. Changement d'air, s'il en est. Iemāvās barža, klusums, kas patvēries bija migrantu putnu pamestajās ligzdās, iegājis sapnī un ārā vairs neizkļuva. Sniegpārslām smaidot, apziņas tukšotās lūkās. Atkusnis, knapa vīraka smarža, ūdens ēd zemi, zeme ēd mirušo miegu, laiks izravēs sejas, atstājot monētu acis. Les populations sauront-elles la finance? Les appels à toujours plus de sacrifices. La finance cherchera à se sauver elle-même. En priorité, ces territoires riches au détriment des pauvres.
économiques et sociaux. Leur énergie vitale s'en est trouvée gaspillée. Ce ne sont pas les sacrifices que les populations refusent en eux-mêmes, mais leur objet qui est de sauver la finance. Le refus des sacrifices n'est concevable que lorsque l'énergie vitale trouve d'autres débouchés, ceux des talents de tous, entrer au service de la recherche et artisanat, de la coopération, se dispensant de la finance et donc entièrement tourné vers la solidarité. Clairement, les populations comprenaient qu'elles entretenaient la corruption, le pouvoir de perversion de se voir dirigé en totalitaire. État des lieux. Enfin, les populations découvrent les problèmes que l'extrême couvait en interne. Ils sont de compétitivité, productivité financière, de rivalité, d'enrichissement. Ils ne sont plus humains, mais seulement d'actionnariat majoritaire ou minoritaire. L'état des lieux confirme la strangulation progressive vers la finance sur les populations. Les institutions s'autodétruisent car non alimentées par la finance et faute de reconnaissance par les populations, bien décidées à ne plus abandonner leurs responsabilités. Le social et le sociétal prioritaire. La société citée renaît de la désétatisation et de la définanciarisation, de la solidarisation, de la construction du bien commun monde. La transformation est avant tout spirituelle et intro-révolutionnelle, au-delà du désir de consommer autrement, de se désintoxiquer périodiquement. Les populations se fédèrent afin qu'aucun talent, aucune ressource bien comme un monde ne reste à l'écart. Elles s'inscrivent alors dans le passage de l'inégalitaire au désinégalitaire, qui est précisément l'objet de la nouvelle ère. La triangularité du progrès, inspiration, intégration des communautés, fédération transmonde, est ainsi à l'œuvre. Jean Vanier est convaincu qu'en mettant en lumière le caractère universel et central
France et nous retrouver dans une même humanité. Les retrouvailles de l'intelligence collective, les réseaux dont se sont dotés l'Europe et autres pays correspondent aux nécessités de la globalisation en pure perte pour le sociétal et le social. Le sursaut immédiat ne doit pas être escompté, mais une lente désintoxication, des accoutumances aux idées pauvres, aux serveurs siréniques, Google, Facebook et autres, à la robotisation. Les populations retrouvent l'intelligence de construire la société citée, dynamique, qui doit permettre d'échapper à toutes les addictions. La coopération détrône la compétitivité et la corruption. Les populations ne font que récupérer leurs biens communs par l'intelligence collective, par abandon de l'intelligence individuelle, égoïste. La société citée n'est pas le jour des productions globales provenant pour la plupart de l'étranger. Elle est le résultat d'une création in situ qui témoigne d'une expression indépendante des talents libres, mais ouvert sur le monde à l'intelligence collective monde. La sortie de l'esclavage. L'extramonde, en quelque sorte, dans l'histoire, constitue la forteresse du repli des colonisateurs du monde. Les populations doivent reconnaître aujourd'hui que la seule issue possible pour sortir de l'esclavage est la remise en cause de l'empire des réseaux. La sortie de l'esclavage implique de la part des populations qu'elles se dotent d'une justice résistante, parce que désinégalité, parce que rendue pour que soit respectée la vie transmonde, afin que le monde, et non l'extramonde, puisse être sauvé. De devenir des anciens kidnappés. Pour la majorité des populations, la sortie de l'esclavage s'effectue en auto-esclavage, sans libération. D'où le fait qu'elle reste attachée à la finance, incapable de vivre en création d'un
seconde n'est plus totalitaire et bureaucratique. Elle est participative, solidaire et démocratique. La société citée se constitue par contraste et par opposition. La prise de conscience soudaine s'est produite lors d'un aveuglement sur le chemin de Damas. Les populations refusent plus avant l'asservissement à la finance, sa globalisation, son extramonde. Les contestations surgissent spontanément, sans idéologie, mais précisément contre les idéologies de la finance qui engendrent la spéculation, l'inégalitaire, le managérial extramonde. Les populations acceptent de survivre en autosacrifice. Jusqu'à leur autosuicide. Après que leurs États aient accepté de disparaître, engloutis en fédération. Les populations n'ont plus à subir la rigueur. Elles se l'ont imposée avant coup, en toute rationalité, pour survivre en cosmopolitisme. L'auto-libération de l'auto-esclavage ouvre sur la libération des idéologies de la finance, de son managérial hypertrophié, police. L'apparition de la nouvelle ère n'est donc pas le fruit du hasard. Elle est voulue sereinement par les populations. Le système meurt de lui-même et il est impossible d'y remédier. Il doit être abandonné à son propre sort. Surgissement de la préhistoire. L'extramonde n'appartenait déjà plus qu'à la préhistoire. La décision est prise par les populations de préserver les pierres angulaires rejetées par l'extramonde, à partir desquelles construire le nouveau monde. Ces dernières sont avant tout culturelles, spirituelles et échappent à la compréhension du managérial. Le surgissement de la préhistoire est prise de conscience des extrêmes auxquels l'homme est parvenu à force d'accaparer, de gaspiller tout ce qu'il consomme de son énergie vitale. Il en retient l'effondrement dû à
inégalitaires, aux hypertrophies, à la toute-puissance de l'extramonde. Et il décide de construire le nouveau monde ex nihilo et non sur des ruines. L'archéologie philosophique nous montre qu'il y a bien eu décadence sous la pression du FMI, rétrovolution du système, mais aussi une place laissée libre à la nouvelle ère, un espace infini de libération d'un monde d'incarcération pour un monde d'énergie vitale, d'autonomie, en solidarité. Il est mis fin à l'autodestruction du monde. Iestājies pilnvērtīgs sabiedrībā, sasniedz apskaidrību, tūlīt sevi samazina līdz punktiņa apmēram un vienkārši skaties, kā pasaules krīt. L'auto-affranchissement des populations. Surgissement des cultures en territoire. Il est plus juste de parler de broyage culturel servant l'événementiel, attirant le maximum de touristes, transformant les populations en figurants ou intermittents du spectacle globalisé.
Le développement culturel paraît être reconnu vocable, emballage et conditionnement des idéologies de la finance à la culture de développement colonial, d'oppression, de domination, s'oppose la culture de libération. Celle-ci renferme des trésors de savoir, de connaissances, de création, donc de talent. L'éducation, libération. La principale logique de colonisation, globalisation, à laquelle les populations se sont attaquées, est celle de l'éducation. Jusque-là, elle répondait au développement en modèle industriel et se devait d'alimenter la croissance et satisfaire la finance. L'université renaît sur des bases nouvelles. Elle est au taux entretien des coopérations et fait des connaissances et savoirs un bien commun monde. L'université libération déhiérarchise les rôles qui étaient attribués aux uns afin de dominer. L'éducation et l'université libération territoriale assuraient l'enrichissement et ne parle plus que d'impératifs culturels. Leçons tirées de la préhistoire qui a connu la marginalisation de la culture au point de ne la soutenir qu'exceptionnellement. Déprivatisation, libération. Faut-il le dire, la forme de vie n'est pas fast-food, fast injection, digestion, fast production et fast research. Elle s'inscrit transgénérationnelle. Elle est déprivatisation, libération. La privatisation avait trop construit l'extramonde. La finance a démantelé la forme de vie. Le résultat en avait été la destruction de la volonté des populations, de leur énergie vitale. En quelque sorte, la déprivatisation participe de la démocratie désinégalitaire. La déprivatisation assure la mise en commun non pas des surplus et superflus, mais de ce qui est primordial à la réalisation des talents de soi et des autres,
alors que la théologie de la libération avait recours à la médiation sociopolitique, la déprivatisation de libération procède de l'intro-révolution des populations en forme de vie. Les quartiers pauvres et riches doivent disparaître, non pour la redistribution des richesses, mais pour qu'il n'y ait plus d'obstacles à l'accès aux développements individuels et collectifs, afin que naisse une nouvelle culture résistante et libératrice. Celle-ci n'est plus mutilée, superficielle, avant d'être marchandisée. Elle est spiritualité, transcroyance et transmonde. La création, socialisation, sécurisée. L'État, hier, s'était fait providence pour entretenir les forces laborieuses avant d'en transférer le fonds de commerce à la finance. La libération aujourd'hui consiste à se défaire de l'exploitation, de l'esclavage, à gagner l'autonomie par la recherche et l'artisanat. En quelque sorte, après la grandeur et la misère de l'État social, est instauré l'État de création, socialisation du bien commun. La libération de la création résulte de l'abandon du rêve cybernétique, de mise en pilotage automatique des affaires humaines, de réaction en temps réel à des signaux chiffrés, de domestication des hommes par les nouvelles techniques immatérielles, de la non-généralisation de la notion d'activité économique à toutes les activités humaines et du communautarisme. La forme de vie et centre de recherche et de développement monde. Alors, le centre de recherche et d'artisanat monde parvient-il à éclairer de ces nouvelles lumières la création, socialisation sécurisée du monde en dépassement des croyances et non-croyances, plus qu'en large œcuménisme. La triangularité, création, socialisation, libération. La nouvelle ère reconstitue les liens entre les œuvres de création et les environnements qui leur sont nécessaires. La création dicte ses besoins de socialisation et la socialisation assure la recharge des énergies que réclament les dépassements en création. Dans la relation création-socialisation, reconnaissons donc l'essentiel, qui est de parvenir à l'ultime
la libération de l'individu. La désaliénation s'opère grâce à un contrat de création, socialisation, libération plus fondamental que ne l'était le contrat social conclu pour humaniser le système. La désaliénation opère une dilatation des territoires au monde. C'est alors la colonisation arrogante, pratiquée sous prétexte d'apporter une prétendue modernité civilisationnelle. Les migrants s'instruisent en libération. Il leur appartient de transmettre les leçons de la forme de vie. L'université, société, cité. L'université est, admettons-le, la société mère. Elle est celle de toutes les interrogations. Elle est au service de la non-encore connaissance. Il s'agit, à partir des leçons tirées de la préhistoire, de tout réinventer, vu l'urgente nécessité de sauver la planète. Le passage de l'ère industrielle à l'ère de l'énergie vitale, d'autonomie en solidarité, n'est pas à la transition écologique du système industriel globalisé de la finance. Sauver les populations, leur être, leur dignité exige d'elles non pas la coopération palliative, mais leur libération de l'auto-esclavage en devenant chercheurs et artisans de l'université, société, cité. L'université n'est plus celle du désastre annoncé, elle est celle de l'espérance partagée de la nouvelle ère. L'université, société, cité libère les populations par la prévision de l'évolution philosophique, écosophique, culturelle, socio-dynamique, autant que scientifique ou technologique. Le monde solidaire de sa libération. Les populations en la socialisation se désencombrent de ceux qui faisaient l'expansion du commerce international, du gros des profits de la finance qui lui échappaient en évasion fiscale. Elle concède à la création la place qui permet d'assurer le passage à la nouvelle ère et entendent participer activement à la démocratie directe.
à la consommation, à l'appropriation. Des populations telles lettonnes ont beaucoup d'atouts pour y parvenir. La poésie, la musique, l'artisanat ont permis la résistance aux dominations, la conservation du corps social. Le phénomène inspire la forme de vie, la création, socialisation. Création, socialisation, libération inspire le monde et se propage en transmondialisation. La référence n'est plus constituée d'empires dominants, mais de pays dont la forme de vie a été préservée à taille humaine. L'individuation est préservée. Elle protège et développe l'énergie vitale. C'est là même le vrai tournant énergétique. La progression de l'énergie vitale sur les autres formes d'énergie. Les organisations, réseaux internationaux de la nouvelle ère ne sont plus réservés à la finance, à la guerre, à la protection des patrimoines, à la privatisation des États. Ils redistribuent l'accès à l'intelligence de la socialisation et de la création pour le bien commun. Tous les pays parviennent à accroître leur croissance en bénéficiant de l'esprit cumulé des autres, sans exploiter les autres. L'intérêt est de partager en réciprocité de développement culturel de type letton, de création, socialisation. La cohésion sociale renaît. Non dictée sous des formes de socialisation socialiste ou capitaliste. Les fêtes populaires retrouvent leur splendeur en chaîne humaine de libération solidaire. L'énergie vitale en 6 étapes. Chacun en création, socialisation, libération, recherche
la déhiérarchisation qui fait de la construction de la société celle de la maison commune, l'œuvre de tous les talents, de l'égalisation des contributions et des rétributions, du désinégalitaire dans la considération de la vie, précisément. L'homme est confronté en l'univers à la ruche monde qu'il bâtit et qui contient toutes les autres. Il libère en cette étape numéro 1 son énergie vitale, ce qui n'était pas le cas en socialisation-création, ni en création-socialisation pour ce qui concerne entre autres les immigrés. L'étape numéro 2 transgresse les tenants et les aboutissants par une véritable sortie de l'homme de sa préhistoire, de ses certitudes, de ses concepts faux. Dans l'étape numéro 3, l'homme s'élève au-dessus de la société citée sans être pris au piège de l'anthropocentrisme absolu qui ne peut plus voir hors de l'homme que des objets. Par l'étape numéro 4, l'homme est durablement libéré par la nature monde, la connaissance de la vie. Il n'attend plus le Messie, car après son auto-affranchissement, il s'est préparé à l'intro-révolution. Par ascétisme en l'étape numéro 5, il entre dans l'ère nouvelle et se consacre en bien commun monde. En l'étape numéro 6, il est entièrement converti. Le service bien commun monde et sécurité sociale monde, garant de la paix du monde. Kur sēnos dejo un izģērbta mūzika dzied, kur svērās un avotos ūdens kā kareivis iet. Uz riņķi,
izteiks šļupst. Tur saimnieka likums, kā pīrāgs zem spilvena sūt. Ne vēlnam, ne ķeizaram netiks tavs sapnis par to, kā pasaule spogulī uzlūko. Tad pamodies sprigans, tu nokļūsti sapnī par to, kā pasaulē spogulis spoguli uzlūko. Mazās, slīpās Dieva acis, kad es raugos jūsu sejās, pasaule ir zvaigžņu placis. L'échappement poétique. La conscience d'être esclave, d'avoir à se libérer, est un processus qui chemine en chacun individuellement, plus encore que collectivement. Et ne signifie pas qu'il ne faille pas craindre d'espérer la rébellion en masse. Mais il s'agit d'attendre à ce que, subrepticement, les populations se libèrent de la finance par la reconnaissance de leur diversité, de leur pluralité. Celles-ci refusent en solidarité tout ce qui les prive de leur talent en création, socialisation. Elles s'unissent en spiritualité du bien commun monde. La vie et non la finance détermine l'économie. L'extramonde où le capitalisme global est condamné par l'accélération de la nouvelle ère.
Така академията естетика. Не,